Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la première du Mégaphone, la nouvelle émission Twitch de l'Union syndicale solidaire. Et oui, on arrive enfin sur Twitch. Alors on est ravis de se retrouver ici pour parler syndicalisme et lutte sociale. Alors on a choisi pour cette première émission de vous expliquer c'est quoi l'Union syndicale solidaire, c'est qui, c'est quoi nos buts et nos luttes pour 2025. Et pour cette première émission, et cette première partie d'émission surtout, on accueille les deux co-délégués de Solidaire, Julie Ferrua et Muriel Gilbert. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, première question pour surtout celles et ceux qui ne nous connaissent peut-être pas, et on espère que vous êtes nombreuses et nombreux derrière l'écran dans ce cas-là. C'est quoi, c'est qui l'Union syndicale solidaire? Ça fonctionne comment? Alors, l'Union syndicale solidaire, c'est une union qui rassemble 52 syndicats, comme par exemple Sudrail, SudPTT, Solidaire Finances Publiques, le SUNDEP, le SNJ, et qui a plus de 100 000 adhérents à ce jour. Donc on est une union de syndicats, c'est-à-dire qu'on a un fonctionnement un peu différent par rapport à une confédération. On est représentatif à la fois dans le public, notamment, dans les trois fonctions publiques, la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. Et puis on est représentatif dans certaines branches du privé, comme notamment, par exemple, la branche caoutchouc ou dans l'animation. Comme on n'est pas une conf, nous on fonctionne par exemple, un syndicat, une voix. C'est-à-dire que même les petits syndicats ont autant de poids qu'un plus gros syndicat qui a plus d'adhérents. Et du coup, en fait, ça veut dire aussi qu'on fonctionne un peu différemment qu'une confédération. C'est-à-dire qu'en fait, le principe en fait, de base de fonctionnement au sein de Solidaire, c'est trouver le consensus. Ça veut dire en fait discuter, confronter nos points de vue et faire en sorte en fait d'arriver à une position qui amène une satisfaction à quasiment l'ensemble des syndicats de Solidaire. C'est pas toujours évident, ça prend du temps, mais ça permet aussi, quand il y a des décisions qui sont prises, des positionnements qui sont trouvés, qu'ils ont été vraiment discutés et qu'ils emportent en fait l'adhésion de l'ensemble des syndicats au sein de Solidaire. Donc il y a ce fonctionnement un peu particulier. On est organisé, donc Julie l'a dit, il y a à peu près 52 syndicats nationaux de Solidaire. Et on a une implantation en fait dans tous les départements quasiment. Donc ça, ce sont les solidaires départementaux ou solidaires locaux, qui sont en fait l'émanation des syndicats nationaux, mais qui se regroupent en fait sur un département. Il peut aussi y avoir, il y en a de plus en plus, des unions locales qui, elles, se créent en fait parce qu'au sein d'un département, il peut y avoir un bassin d'emploi, on dira, où on a 3 ou 4 syndicats qui sont présents et qui veulent discuter plus directement encore, au plus près en fait des travailleurs et des travailleuses. Du coup, si on veut prendre contact avec une union locale ou un syndicat, on peut faire comment ? Alors sur le site de l'Union syndicale solidaire, tout simplement, donc sur solidaire.org, vous avez un intitulé « Se syndiquer ». Et puis là, dans ce syndiquer, donc il y a le choix où vous avez le choix d'aller voir les syndicats départementaux. Donc là, en fait, il y a tous les syndicats départementaux avec tous les contacts. Ou alors, tout simplement aussi, par vos fédérations, vos syndicats nationaux. Et là, pareil, il y a les contacts sur solidaire.org. Ok, super. Donc du coup, n'hésitez pas, si vous avez besoin, l'Union syndicale solidaire et tous les syndicats qui la composent sont là. Ça fait ça fait plus de 25 ans que Solidaire existe. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est construit, la particularité de Solidaire dans le paysage syndical global qu'on connaît aujourd'hui en France ? Déjà, Solidaire, c'est l'histoire d'une rencontre entre des syndicats autonomes et puis des syndicats qui étaient issus de la scission avec la CFDT. Donc dans ces syndicats issus de la scission avec la CFDT, il y a notamment SudPTT, il y a Sud Santé Sociaux qui se sont créés les deux à la fin des années 80 sur des luttes qu'il y avait à ce moment-là. Et puis beaucoup de syndicats qui ont qui ont quitté la CFDT à l'époque au moment du conflit retraite de 95 et le plan Juppé.
Donc voilà, donc c'est un peu cette histoire de rencontre. Et puis ensuite, ça a été des discussions, des échanges autour de valeurs communes et la création de l'Union syndicale solidaire. Donc oui, c'est une union interprofessionnelle. Hein. Ah oui, Voilà, on l'a peut-être pas dit encore ce mot-là, mais ça veut dire aussi que on est sur un syndicalisme qui est à la fois de défense au plus près des travailleurs et des travailleuses, que ce soit sur les questions de salaire, que ce soit sur les questions de conditions de travail. Voilà, et là, on a une campagne, par exemple, sur les accidents du travail qui prend de l'ampleur et qui est en cours. Et en même temps, c'est aussi de dire qu'on se réclame d'un syndicalisme de transformation sociale, parce que pour nous, en fait, quelque part, on ne peut pas lutter uniquement sur des questions de salaire ou d'entreprise. Il faut voir aussi quelles sont les lois qui sont adaptées en matière de travail, mais aussi on est dans un système capitaliste qui nous impose un certain nombre de choses et qui empêche, par exemple, le partage des richesses. Et donc, Solidaire, on est sur tous ces sujets-là. Et on a une particularité, je dirais, dans le mouvement social, et depuis des années, c'est qu'on est un peu solidaire, un peu petit poussé par rapport quand même à des grosses confédérations comme la CGT ou la CFDT, mais on est aussi justement important dans le mouvement social au sens où on a dès le départ été auprès des associations qui luttaient contre le chômage, par exemple. On est avec les associations qui luttent pour les migrants, pour le droit des femmes. Donc on est aussi au plus proche des associations du mouvement social. Et ça, c'est un rôle qu'a joué Solidaire depuis le départ, c'est-à-dire d'être un peu, de faire le lien entre ce monde du travail et tout ce monde d'associations, d'organisations qui luttent pour ce qu'on dit être un syndicalisme de transformation sociale, parce que pour nous, il faut transformer la société si on veut avoir l'espoir quelque part que nos revendications elles soient enfin devenues réalité. Et je dirais que ces dernières années, on a plus particulièrement lutté sur les questions environnementales, par exemple. Et on fait partie d'une coalition qui s'appelle l'Alliance écologique et sociale, qui est née pendant la période du Covid. Parce que pour nous, à ce moment-là, en fait, avec d'autres organisations, il y avait à cette époque-là la CGT, mais il y avait aussi Oxfam, Greenpeace. Il y a ATTAC aussi dans cette coalition, la Confédération paysanne. Donc on avait vraiment l'idée de dire on ne peut pas avoir nos luttes sociales sans penser en fait aujourd'hui nos luttes environnementales, sans se poser la question de qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on consomme et comment en fait on peut allier à la fois le droit des travailleurs et des travailleuses et la nécessaire bifurcation écologique. Donc c'est un des exemples, parce qu'il y en a trop, et je pense que là on n'aura pas assez d'émissions, mais il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, plein d'autres, on pourra y revenir sans aucun souci. Dépasser les choses, mais c'est ça montre que Solidaire est dans ces mouvements-là, et quelque part, moi je pense quand même qu'on, sans vouloir se lancer des fleurs, mais sur les questions par exemple aujourd'hui d'écologie ou d'antiracisme, sur aussi, on a adopté plein de revendications sur la question du handicap. On est un peu, je trouve, avant-gardiste au sein des syndicats, parce que c'est des choses qu'on inclut complètement dans notre pratique syndicale, même si ça prend du temps aussi pour chaque syndicat de s'y mettre. Mais c'est ça aussi notre particularité dans le mouvement social. J'étais trop longue. Non, pas du tout. Je sais pas si Julie, tu voulais ajouter quelque chose ou pas. Non, mais c'est vrai qu'on... Enfin, oui, un petit peu. Ah bah, n'hésite pas. Non, c'est vrai qu'on parlait de l'écologie, et il faut pas oublier, en fait, que les travailleurs et les travailleuses, en fait, vivent sur des territoires, et que, par exemple, en ce moment, il y a une grosse... il y a plusieurs luttes, mais je pense notamment à la lutte contre la 69, qui se construit dans le sud-ouest. Et là, on a les camarades
de Solidaire 81 et Solidaire 31 qui sont très investis sur cette lutte-là, parce que, comme ils le rappellent, ça paraît pas comme une lutte syndicale pour beaucoup de syndicats, mais pour eux et elles, qui défendent les travailleurs et les travailleuses, c'est une lutte aussi, ils vivent sur ces territoires-là, et c'est une lutte qui est hyper importante pour eux et elles, quoi. Oui, parce que je pense qu'on a oublié aussi un mot important. On est un syndicat de lutte parce qu'on pense que en fait, c'est par la lutte en fait, qu'on crée un rapport de force. C'est par les grèves qu'on peut aussi faire une pression sur le patronat, mais aussi sur le gouvernement. Et c'est comme ça que ça peut avancer parce que voilà, c'est l'histoire, je dirais, du mouvement syndical et c'est aussi l'enseignement de cette histoire sociale qui nous le prouve, quoi. Alors, puisque vous parlez lutte pour 2025, du coup, voilà, la situation est assez difficile depuis de nombreux mois. Hein. Les attaques, on voit bien qu'elles pleuvent pour l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, qu'ils soient dans le public ou dans le privé, partout. Du coup, en 2025, Solidaire, c'est quoi les priorités? On envisage quoi? Voilà. C'est quoi les thèmes principaux, si on arrive à faire des thèmes principaux, parce qu'on aimerait quand même pouvoir gagner sur tous les plans. Exactement, on aimerait pouvoir gagner sur tous les plans, donc ça ne veut pas dire que si on met des luttes en avant, qu'on oublie les autres luttes qui nous semblent tout aussi importantes. Mais voilà, on a toujours des luttes qu'on aura en 2025 autour des revendications salariales, parce que ce soit les salaires, ils stagnent, il y a une inflation, il y a une perte du pouvoir de vivre de l'ensemble de la société, et donc il y a ces luttes-là qu'on va remettre encore sur le devant de la scène. Et puis il y a toujours l'égalité salariale, comme on dit, qui n'y est pas, donc on remettra à nouveau en avant sur le 8 mars, mais là ça fera l'objet d'un second épisode du mégaphone. Donc, voilà. Il y a aussi la question des services publics qui nous paraît essentiel de défendre sur l'ensemble du territoire, parce qu'il y a de plus en plus de fermetures de services publics. On s'aperçoit aussi que quand il y a des services publics qui ferment, c'est des territoires qui se retrouvent sans aucun interlocuteur. Et puis, c'est des territoires où il y a de plus en plus de votes RN, et ça aussi, ça nous inquiète beaucoup. Ça n'empêche pas qu'il faut lutter, justement, du coup, pour développer des services publics sur l'ensemble du territoire, que ce soit des services publics de santé, que ce soit des services publics d'éducation, enfin voilà, tous les services publics, et puis aussi en créer de nouveaux. Je pense que du coup, je vais un petit peu spoiler la suite de l'émission. Julien du Sudrail en parlera tout à l'heure, mais on est aussi pour un service des transports publics dont le rail fait partie. Donc ça fait partie de tout ce qu'on souhaite mettre en avant. Et puis bien sûr, la lutte pour l'abrogation de la réforme des retraites de 2023. Donc ça, c'est une grande lutte qu'on va avoir en 2025 et qu'on espère qu'il va prendre, quoi. Alors, je ne sais pas si tu voulais ajouter des choses, Muriel, parce que du coup, moi, j'allais rebondir sur la réforme des retraites, justement, mais peut-être que juste un peu avant, je pense qu'effectivement, on est dans une période politique assez particulière, et notre organisation syndicale, après ce qui s'est passé en juin avec la dissolution de l'Assemblée nationale, l'extrême droite qui arrive quasiment au pouvoir. On voit qu'aujourd'hui encore, l'extrême droite a quelque part aussi une force qui fait qu'elle a la main aussi sur dicter des choses à ce gouvernement. Pour nous, la lutte contre l'extrême droite, c'est une question fondamentale. Juste pour dire aussi qu'on est un syndicat qui est indépendant vis-à-vis des partis politiques, mais pour nous, en fait, lutter contre l'extrême droite et le Rassemblement national, c'est une question de valeur. En fait, c'est une question de valeur fondamentale et qui va au-delà de ce qu'on dit sur c'est de l'indépendance politique. En gros, c'est comme si on devait pas prendre position par rapport aux partis politiques actuels. Du coup, l'Union syndicale solidaire a décidé aussi d'avoir un plan d'action contre l'extrême droite. Et en fait, ça rejoint ce qu'a dit Julie, parce que pour nous, en fait, ce vote de l'extrême droite, ça emporte que on doit se poser la question, en fait, de reprendre le terrain syndicalement. Ça veut dire lutter pour qu'il y ait des services publics partout,
lutter pour faire en sorte que les plans de licenciement, ça ne se traduise pas par un vote Rassemblement national. Et ça veut dire aussi, on est dans une approche aussi avec l'intersyndicale, ça veut dire aussi mettre en place un plan contre le racisme au travail, parce que pour nous aussi, c'est pas acceptable que des idées de haine, racistes, émergent de plus en plus et se banalisent comme elles le sont actuellement. Et ça fait partie des priorités de l'Union syndicale solidaire. Oui, et puis aussi, comme tu l'as évoqué, on va mener aussi toute cette lutte contre les licenciements et les délocalisations, parce que, comme tu l'as dit dans l'introduction, il y en a de plus en plus sur l'ensemble du territoire. Nous, ce qu'on revendique à Solidaire, c'est un droit de veto des CSE, c'est-à-dire que les instances syndicales dans les boîtes, en fait, soient consultées en amont des plans des plans de licenciement pour pouvoir voir comment les contrer et qu'ils n'apprennent plus par voie de presse, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on s'aperçoit, c'est que de plus en plus en fait apprennent par voie de presse qu'ils vont être licenciés, qu'il va y avoir tant d'emplois qui vont être perdus, qui vont être supprimés, et donc ça c'est absolument scandaleux, donc on lutte contre ça, donc c'est pour ça qu'on porte ce droit de veto des CSE. On porte aussi le fait que si des entreprises licencient et qu'elles font des bénéfices ou qu'elles délocalisent pour faire encore plus de bénéfices, qu'elles remboursent toutes les aides publiques qu'elles ont perçues, parce qu'en fait, les grosses entreprises, reçoivent des millions d'euros d'aides publiques. Et donc ça aussi, c'est assez un scandale, quoi. Donc elles reçoivent des aides publiques et derrière, elles licencient. Pour nous, ce n'est pas entendable. Avant de vous poser la prochaine question, juste un petit tour sur le chat. On voit qu'il y a des gens qui sont assez impatients, qui attendent le rail. Il y aura une petite surprise tout à l'heure. On a des goûts basiques, on veut des services publics. Il y aura une petite chose tout à l'heure, mais voilà, on va pas spoiler tout de suite. On vous laisse regarder le reste de cette émission pour pouvoir avoir, et ça sera presque à la fin. Une dernière question pour vous, Muriel et Julie. Vous avez commencé à l'aborder. Il y a eu le fameux conclave vendredi dernier où Solidaire n'était pas convié. Du coup, sur les retraites, on repart pour un deuxième round. Alors, je pense que déjà, il faut se dire que si on parle aujourd'hui encore de cette question des retraites, c'est bien parce qu'il y a eu un mouvement social massif et sans précédent, en fait, en 2023, que certes, Macron n'a pas lâché par rapport à ce qui était demandé, c'est-à-dire l'abrogation. Nous, on est toujours contre les 64 ans, on est contre l'augmentation de la durée des cotisations. Ça ne change pas. Donc, quelque part, oui, on est sur cette idée-là et on en a rediscuté dans nos instances. C'est clairement l'ensemble des syndicats de Solidaire qui disent que, en fait, cette réforme, elle reste inacceptable. Donc, on n'a pas été invités. Nous, ce qu'on a porté au niveau de l'intersyndicale, c'est que on a fait cette lutte à 8. C'est à 8 normalement qu'on aurait dû être reçu par Bayrou, même si on n'attendait rien de cette réunion de toute façon. Mais c'était aussi un moyen de dire nous, on ne veut pas être dans des discussions de déclinaison de la réforme retraite à 64 ans, où on ne veut pas être juste dans des discussions d'amélioration à la marge, même s'il y en a évidemment. On veut être sur cette discussion en fait, cette réforme n'est toujours pas acceptable. Donc, on va voir ce qui va se passer. Là, c'était juste une première rencontre. Mais clairement, en fait, on a un mandat de notre comité national qui dit en fait, ce conclave ne va rien donner. Certains vont peut-être vouloir discuter de sujets, pénibilité, droits des femmes. C'est pas que ces sujets-là soient pas légitimes, mais en fait, par rapport à l'impact de ces 64 ans et de ce que ça emporte, alors qu'on sait que la plupart des personnes à 64 ans ne sont plus forcément en bonne santé, les conditions de travail se sont dégradées depuis des années. Enfin voilà, je vous refais pas tout la légitimation de pourquoi on s'est battu, mais ça veut dire que pour le comité national, c'est en fait se placer déjà dans la réflexion de la construction d'une mobilisation
Et dans ce cas-là, oui, on peut dire, bah oui, solidaire, on sera plutôt sur le deuxième round que sur la négociation de bout de morceaux de retraite, quoi. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un enfumage total parce que de dire on fait un conclave avec les représentants patronaux, le MEDEF, enfin, on sait que de toute façon, voilà, il y a un verrouillage d'emblée. Les grands sujets sur la question du financement ne seront pas posés et ils le sont déjà de manière très tronquée par Bayrou qui fait un amalgame privé-public et qui dit voilà finalement oulala c'est énorme le déficit, il va falloir faire quelque chose alors que bon si on regarde dans le détail c'est pas si abyssal que ça et surtout en intersyndical, on a travaillé en fait des pistes de financement. Donc sur le fond, on est toujours dans cette idée de lutte parce que on sait très bien qu'il ne va pas en sortir grand-chose en fait de ce conclave qui est très religieux peut-être, je ne sais pas. Parce qu'on n'était pas invités et que pour la petite histoire. Le conseiller de Bayrou nous a dit que nous, on discutait que sur des questions de fonction publique. Alors, je ne sais pas, il n'avait peut-être pas encore mis à jour son logiciel, mais on est bien un syndicat interprofessionnel. Et donc, à ce titre-là, c'est sur l'ensemble du sujet de retraite qu'on a légitimité en fait, à discuter et surtout à lutter. Non, puis ce qu'on entend aussi, c'est ce fameux Deuxième Round, on va le construire, tous ensemble dans nos boîtes. Et puis faire attention à cette petite musique qui revient sur le devant de la scène, qu'on n'avait plus trop entendue ces dernières années sur la retraite à points, à laquelle Solidaire est toujours opposé et à laquelle on s'opposera toujours. Et peut-être rappeler que pour Solidaire, c'est toujours 37 annuités et demie et 60 ans max. Et 60 ans max. Voilà. C'est bon pour vous? Un mot de la fin. C'est bon pour nous. Je ne sais pas si c'est bon pour eux, mais pour elles. Merci à toutes les deux d'avoir fait l'ouverture de cette première émission du mégaphone de l'Union syndicale sur Twitch. Alors, vous en parliez tout à l'heure, les licenciements, les luttes sur l'emploi, ça fait partie des grosses luttes que mène Solidaire. Avant de passer à la deuxième partie de cette émission où on va recevoir plusieurs représentants et représentantes d'organisations de notre union, on vous propose une petite vidéo qui a été réalisée autour de la lutte des camarades de Valeo à Saint-Quentin-Fallavier qui sont en lutte pour leurs emplois. Et voilà, et on se retrouve dans quelques secondes après cette vidéo. C'était mes 10 dernières années qui me restaient, ici, là. Les 10 dernières, c'était les meilleures pour moi. C'était avant la retraite, ça y est, c'était réglé. Bon, aujourd'hui, là, on met dehors comme ça. Je suis pas encore dehors, mais c'est exactement pareil. Parce que je sais pas ce que je vais devenir. Donc c'est vraiment une catastrophe, quoi. Surtout de la part d'un grand groupe. C'est pas une petite boîte qui tombe en faillite. Ça y est, on pose les clés. Non, c'est une boîte qui va chercher plus d'argent ailleurs. Premier actionnaire, c'est l'État de Valeo. Donc oui, ils ont tout. Tu peux venir, du coup. C'était mes 10 dernières années qui me restaient, ici, là. Les 10 dernières, c'était les meilleures pour moi. C'était avant la retraite, ça y est, c'était réglé. Bon, aujourd'hui, là, on met dehors comme ça. Je suis pas encore dehors, mais c'est exactement pareil. Parce que je sais pas ce que je vais devenir. Donc c'est vraiment une catastrophe, quoi. Surtout de la part d'un grand groupe. C'est pas une petite boîte qui tombe en faillite. Ça y est, on pose les clés. Non, c'est une boîte qui va chercher plus d'argent ailleurs. Premier actionnaire, c'est l'État de Valeo. Donc oui, ils ont touché de l'argent public. Quand ils nous ont fait chômer, ils ont touché de l'argent public pour les lignes de production. Et puis là, maintenant, c'est les autres pays qui vont en profiter. Il faut se battre, pour moi, il faut se battre. Il faut arrêter les lignes, mais arrêter les lignes pendant 3 mois. Il faut leur mettre un genou à terre. Il faut les empêcher de dormir là-bas. Le Xavier Dupont, comme lui, nous empêche de dormir depuis des mois. Moi, par exemple, ça fait 22 ans que je suis ici. Les heures supplémentaires, on les a connues. Les samedis, on était là. Les jours fériés. Donc, on aimerait au moins aujourd'hui être respecté par rapport à la valeur qu'on a eue, par rapport à l'entreprise, et partir avec dignité. Je veux dire, un minimum quand même. Parce qu'on nous fait subir aujourd'hui, c'est pas possible. On n'accepte pas. On n'accepte pas. On se mobilise pour que la direction elle crache un maximum. Il faut que les salariés partent dignement, la tête haute, qui partent avec des bonnes indemnités pour pouvoir faire des formations, de reclassement. C'est ça qu'on recherche. Il y a une mesure qui est portée par plusieurs syndicats, mais notamment sur l'industrie, qui propose le droit de veto au CSE pour retarder
et mieux étudier un PSE avant que la carte sociale. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est lever la tête. C'est de dire que oui, c'est vous qui produisez. Donc c'est vous qui devez décider. Et que décider, c'est aussi s'opposer justement aux décisions d'un conseil d'administration qui veut juste maintenir le profit, qui s'en fout complètement de vos vies. Sauf que vos vies, elles comptent. Oui, on vaut mieux que ça. C'est par la lutte qu'on peut tracer des directions collectives. Valéo, tu veux délocaliser? Plus d'infos sur solidaire.org. On se retrouve pour la deuxième partie de ce mégaphone, émission Twitch de l'Union syndicale solidaire. Donc comme on le disait en tout début d'émission, on va recevoir aujourd'hui trois organisations parmi toutes celles de l'Union syndicale solidaire. Vous découvrirez les autres au fur et à mesure de nos émissions, bien entendu parce qu'on ne pouvait pas accueillir tout le monde ce soir. Et donc là, maintenant, on reçoit Guillaume de la Fédération Sud Santé Sociaux, qui fait partie des grosses fédérations de notre union. Alors, un peu comme Julie et Muriel tout à l'heure qui présentaient l'Union syndicale solidaire, est-ce que tu peux nous présenter, pour les gens qui ne nous connaissent pas forcément, c'est quoi la Fédération Sud Santé Sociaux? Vous couvrez quoi? Parce que au final, vous ne couvrez pas que la santé comme les hôpitaux, enfin vous couvrez plein de choses et c'est certainement très important que tout le monde puisse savoir qui est-ce que vous syndiquez et dans quels endroits vous pouvez mener des luttes. Oui, très bien, bonsoir. Donc effectivement, on est une des plus grosses organisations au sein de Solidaire, parce qu'effectivement notre syndicalisation est assez vaste. Donc Sud Santé Sociaux, effectivement, on voit le sanitaire, le social, donc effectivement, et en fait aussi le médico-social. Et donc on s'aperçoit que ce sont également, sur la question du sanitaire, c'est le public et le privé. Donc le privé lucratif, le privé non lucratif. Souvent, donc ça, ce sont les cliniques qui sont gérées par des associations, okay. Donc convention collective 51. Le lucratif, effectivement, ce sont des sociétés qui sont bien souvent dans le système capitaliste, qui sont donc des entreprises capitalisées, donc qui sont là, comme le nom l'indique, pour faire de l'argent. Voilà, donc ça c'est pour le sanitaire. Alors le sanitaire, ce sont les hôpitaux, c'est aussi la psychiatrie, donc qui est l'enfant pauvre, on va dire, du sanitaire aujourd'hui. Sur le plan social, donc social, médico-social, donc c'est tout, ce sont l'aide sociale à l'enfance, la protection de l'enfance, les établissements qui accueillent des enfants placés et qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, et donc par délégation, les établissements qui sont alors des opérateurs, on va dire publics et privés, là aussi, sur les territoires, sur les départements, donc accueillent ces jeunes dans le cadre dans des foyers, foyers de l'enfance, maisons d'enfants à caractère social. On a également donc alors pour ce qui est du social aussi, les personnes adultes en situation de handicap, on a les ESAT, on a des foyers d'hébergement pour personnes adultes en situation de handicap. Dans le médico-social, aussi public, privé, donc on pense forcément aux EHPAD, effectivement, qui ont été durement frappés par alors différentes malversations, on l'a vu sur la question de certains boîtes qui sont là aussi lucratives. Donc on a effectivement des EHPAD privés, des EHPAD publics, qui se déclinent de la même manière que pour le sanitaire. Le secteur de l'animation également. Alors là, c'est un champ de syndicalisation qui se croise avec ASSO et avec également Sud Culture. Donc le service, la branche d'aide à domicile également, qui est un secteur que nous syndicalisons, et également, pour finir, les services à la personne. Voilà. Donc c'est un peu, alors je pense ne pas en oublier, mais c'est vrai que sur beaucoup de secteurs, on est en champ de syndicalisation, donc tout est à construire encore, toujours, tout bouge, ce sont les évolutions qui font cela. Donc effectivement, très large palette de syndicalisation. Donc on parlait du privé tout à l'heure, sur aussi les conventions collectives 66. Alors je reviens juste sur ce point-là, parce qu'effectivement aujourd'hui, ces conventions 66, 51 sont en renégociation actuellement de leur convention collective.
Voilà, D'accord. c'était un point. Donc l'actualité est importante à tous les niveaux et aussi effectivement sur ce secteur du social spécifiquement. Ok. Mais C'est particulièrement large, oui. effectivement. Donc du coup, n'hésitez pas, si vous êtes dans un des secteurs que Guillaume a cité et que vous avez des questions, que vous souhaitez vous syndiquer, que vous souhaitez participer à la défense collective et aux luttes qui peuvent être en cours, n'hésitez pas, vous pouvez prendre contact avec la Fédération Sud Santé Sociaux et le cas échéant, qui vous réorientera si à un moment donné on est sur quelque chose un tout petit peu mouvant. On avait une deuxième question, du coup un peu une question d'actualité. On voit que ça fait très longtemps que le secteur de la santé il est en difficulté. Les hôpitaux, je parle essentiellement de ça. On a vu pendant le Covid, la situation était absolument dramatique, que ce soit pour les patients et puis pour les personnels qui y travaillaient. On se rappelle encore de tous celles et ceux qui ont fait leur blouse de travail avec des sacs poubelles, qui sont partis avec des masques périmés. On se rappelle de tout ça. Aujourd'hui, on nous avait bien entendu promis, on vous avait bien entendu promis que tout ça n'arriverait plus jamais et que voilà. Aujourd'hui, on est en pleine épidémie de grippe et on nous dit que oh là là, mon Dieu, c'est terrible, les hôpitaux sont saturés. Alors on en est où dans les hôpitaux et c'est quoi les luttes de Sud Santé Sociaux dans ce secteur-là? Alors effectivement, le constat est plutôt dramatique. Là, on était sur le week-end dernier à 87 plans blancs. Le plan blanc, si tu peux juste rappeler... Alors, oui, alors le plan blanc, donc c'est un mécanisme qui normalement est déclenché en cas de forte tension sanitaire. Okay. Ça peut être lié alors soit à des actes de terrorisme, ça peut être en tout cas pour faire face à des situations logiquement exceptionnelles. Du coup, c'est pas la grippe. Et c'est là, tous les ans. Et c'est là qui est quand même un indicateur assez inquiétant, c'est de se dire qu'on déclenche un plan blanc. Donc là, un plan blanc, il est déclenché par un préfet. C'est une réquisition de l'État, des personnels, de l'hôpital pour venir soutenir l'activité, la suractivité hospitalière. Donc effectivement, quand on est sur une épidémie de grippe saisonnière, on est quand même surpris qu'autant de plans blancs soient déclenchés dans des hôpitaux qui logiquement sont largement mis en place pour répondre aux besoins. Et en fait, on s'aperçoit que c'est bien là le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est que le soin, donc la POL, c'est une offre aujourd'hui, c'est la manière dont on a, c'est l'offre de soins. Ça répond un peu aux logiques de marché, l'offre, la demande. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre système hospitalier, depuis 2009, grosso modo, la loi HPST et puis la loi Bachelot, une nouvelle déclinaison est proposée. C'est la tarification à l'activité pour les hôpitaux. Et en réalité, sous couvert d'avancées massives, d'avancées importantes sur le plan scientifique et technologique, on a pris ce qu'on appelle le virage ambulatoire. Ce virage ambulatoire a de fait mis en place, fait qu'on a eu de moins en moins de structures hospitalières. En tout cas, il a fallu réduire le nombre d'hôpitaux, puisqu'effectivement, il était logique que pour de nombreuses opérations, beaucoup d'interventions puissent se faire. On entre le matin à l'hôpital et on ressort le soir, puisqu'effectivement, aujourd'hui, les techniques le permettent. Cependant, on s'aperçoit que régulièrement, et parallèlement à cela, beaucoup de lits ont été fermés. Tous les ans, le projet de loi de financement de la sécurité sociale est voté. Il est voté au Parlement, mais en réalité, on s'aperçoit que à chaque fois, le gouvernement passe avec le 49.3. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on finance un établissement, donc les établissements des hôpitaux, avec l'argent de la sécurité sociale, puisqu'effectivement c'est le revenu principal, en rappelant quand même que la sécurité sociale, c'est la contribution, c'est le salaire socialisé, donc ce sont nos salaires à toutes et à tous qui contribuent effectivement à venir alimenter, selon les besoins, logiquement, de la population, venir répondre aux besoins de soins. Or, la politique de l'offre, aujourd'hui, on en voit la limite, puisque pour une épidémie de grippe, on en se retrouve à devoir à réquisitionner des personnels, et c'est le fruit, donc depuis 2009, c'est le fruit d'attaques successives, des PLFSS successifs qui amènent à faire des fusions d'établissements, des réorganisations d'établissements, des mutualisations de moyens,
Donc les territoires, on regroupe effectivement on appelait les GHT, les groupements hospitaliers de territoire, et donc au détriment de petits hôpitaux de proximité qui ferment, des maternités qui ferment, etc., donc moins de lits, et donc effectivement là une inégalité en tout cas en termes d'accès aux soins. Et donc, je parlais effectivement de cette question de financement, parce que là aussi, c'est quand même un levier important sur lequel il nous faut communiquer, et sur lequel, en tout cas, Sud Santé Sociaux veut communiquer fortement. C'est effectivement la période dite, à l'approche de Noël, c'est le PLFSS qui se vote tous les ans à l'Assemblée nationale. Là, cette année, il a débouché... est différente. Il a débouché sur la démission du gouvernement Barnier, parce qu'effectivement, il était prévu que les gens payent davantage, que les mutuelles augmentent. Enfin, en tout cas, les budgets qui étaient proposés étaient largement pas, ne répondaient pas, n'étaient pas à la hauteur. Et on le voit bien, ils prévoyaient une réduction du financement des hôpitaux, alors même que là, juste après, avec la crise épidémique saisonnière, on voit que les hôpitaux déjà n'en peuvent plus. Donc on arrive à une situation qui est effectivement extrêmement tendue, et qui fait qu'aujourd'hui, alors on constate manque de moyens, manque de professionnels, parce qu'effectivement on parle d'attractivité du secteur, et donc là effectivement on s'aperçoit que c'est extrêmement complexe, que effectivement nous n'avons pas, aujourd'hui les hôpitaux sont en déficit d'infirmiers et de blocs opératoires, pour lesquels on trouve des ersatz, des solutions ponctuelles, parce qu'effectivement pour les opérations il y a besoin des infirmiers qui sont vraiment spécialisés, qui bénéficient d'une formation de 2 ans, et aujourd'hui il y a des possibilités de recourir à des stratégies, à faire venir un infirmier de soins, un infirmier, le former, mais sur un temps beaucoup moins long, 28 jours au lieu de 2 ans pour les premiers. Et donc effectivement, là aussi, on s'aperçoit que cette anticipation n'a pas été bien mise à l'œuvre. C'est-à-dire que les gouvernements successifs, en réalité, n'ont pas réellement projeté les besoins, c'est-à-dire qu'ils ont priorisé la réduction des dépenses, parce qu'en fait c'est ça, le PLFSS, c'est, dans le PLFSS il y a une partie qui s'appelle ONDAM, Objectif National de Dépenses de l'Assurance Maladie, c'est une enveloppe fermée, donc ce qui veut dire qui met les hôpitaux à rude épreuve, puisqu'effectivement ils se retrouvent en situation de déficit de façon chronique. Et ça depuis la loi, depuis 2009, et ça ne fait que perdurer. Ça ne fait que s'accentuer au fur et à mesure du temps, et du coup, exactement. Et du coup il faut lutter. Il faut lutter pour la population et pour les agents publics. Et voilà, c'est-à-dire que, et ça c'est une spécificité qui était rappelée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement on n'est pas uniquement là pour faire rappeler quelles sont là, et c'est logique, cela dit, de revendiquer des améliorations de conditions de travail, des améliorations à tous les niveaux, puisque de toute façon ce sont les patients qui en bénéficient. Aujourd'hui, les patients d'ailleurs sont considérés plutôt comme des clients en réalité. Et c'est bien ça le problème, c'est que le paradigme, depuis on le voit, 46, création de la sécurité sociale 48, 46, c'est donc on a aujourd'hui le préambule de la Constitution de 46, est inclus dans le bloc constitutionnel de notre 5e République, et il prévoit effectivement l'obligation de répondre aux besoins fondamentaux que sont les besoins de santé. Et on voit bien aujourd'hui que on s'écarte effectivement de façon importante de cette logique-là pour aujourd'hui arriver à la situation que l'on constate, et donc en réalité une dégradation finalement du soin. Aujourd'hui dans les hôpitaux, c'est quand même incroyable, il faut se le dire, qu'il y a des gens qui meurent aux urgences, et de plus en plus. Donc on arrive là à des situations qui font que c'est très lourd pour les personnels, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent à devoir gérer, ils sont là pour soigner les gens, ils sont pas là pour vérifier, pour constater qu'en fait ils n'ont pas pu les prendre à temps, qu'ils se sont retrouvés dans des services embolisés dans lesquels ils n'ont pas pu intervenir, et que ce type de situation effectivement aggrave le manque d'attractivité des secteurs nécessairement. Et la crise du Covid, quand on pense à tous les jeunes, les infirmières ou les infirmiers qui se formaient, quand ils ont leur première expérience professionnelle, quasiment ça a été de fermer des sacs. Enfin, je veux dire, c'est des situations sur une situation sanitaire catastrophique. Voilà, donc oui, on ne peut qu'être inquiet, mais il ne faut pas baisser les bras pour autant. Non, bien entendu, à Solidaire, on est là pour lutter. Pour lutter, pour les services publics, pour la population. Exactement. Et pour les agents, les travailleurs et les travailleuses. Un meilleur accès aux services publics pour tout le monde. Exactement, c'est cela même. Super. Voilà. Et merci beaucoup, Guillaume. C'est moi. Et
Maintenant, on va passer sur un autre aspect, une autre organisation de l'Union syndicale solidaire. On va passer à Sudrail et pour assurer une petite transition, mais pas complètement, mais voilà, on vous propose une petite vidéo sur une des revendications prioritaires de l'Union syndicale solidaire. Julie et Muriel en parlaient, tu l'abordais vaguement aussi, la revendication salariale. Donc une petite vidéo pour vous rappeler que toutes et tous, nous devons lutter pour nos salaires. Aujourd'hui, les salariés, les retraités, les chômeurs, les chômeuses, les étudiants, les étudiantes ont de plus en plus de mal pour vivre. Les prix ne cessent d'augmenter, que ce soit l'alimentation, que ce soit l'énergie, les transports, le logement, et d'un autre côté, les profits explosent. Je suis AESH, accompagnante d'élèves en situation de handicap à Paris. Je travaille 36 heures par semaine, je gagne 1 370 € et j'ai 3 enfants. Je ne touche ni APL ni prime d'activité. La plupart de mes collègues, elles, sont sous le seuil de pauvreté, à 24 heures par semaine pour 740 €. Je suis aide-soignante dans un EHPAD public du 93, en Seine-Saint-Denis. On nous demande de travailler à la chaîne, de nous occuper de nos résidents comme si c'était des pièces de voiture. Il faut absolument que la population se réveille et se rende compte des conditions de travail des personnels de santé dans toutes les institutions médicalisées. Il faut savoir que le personnel qui compose les EHPAD, pour 90% sont des femmes, parfois isolées, avec des horaires décalés, des amplitudes de travail non respectées, des enfants à charge qui se retrouvent à devoir payer des frais de garde, des frais de transport. Avec les salaires que nous avons aujourd'hui, c'est impossible. Les distributions de dividendes n'ont jamais été aussi importantes pour les grandes entreprises. Face à ça, on n'a pas de taxation des superprofits, on n'a pas de revalorisation salariale digne de ce nom, on n'a pas d'augmentation du SMIC. On veut nous distribuer finalement des clopinettes pour ne pas s'attaquer au vrai problème, c'est-à-dire le partage des richesses. À Solidaire, nous demandons 400 € net d'augmentation de salaire et des pensions. Nous voulons un SMIC à 1 700 € net. Nous exigeons des revalorisations salariales dans les secteurs les plus féminisés. Face à l'urgence sociale et climatique, l'Union syndicale solidaire appelle à se mobiliser, à être en grève et dans la rue à partir du 29 septembre. C'est tous ensemble qu'on gagnera. Syndiquez-vous! Plus d'infos sur solidaire.org. Alors, on n'oublie pas, bien entendu, on se bat pour nos salaires et on se syndique. Quelques petites questions que je prends juste comme ça dans le chat sur l'attractivité de la fonction publique notamment, puisque c'est vraiment en lien avec les salaires. Alors effectivement, l'attractivité de la fonction publique en ce moment, c'est pas tip-top. C'est pas tip-top dans beaucoup de secteurs, mais effectivement, c'est vrai que ces derniers temps, c'était quand même bien compliqué dans la fonction publique et ça risque de l'être encore, mais là aussi, on a fait un 5 décembre qui était extrêmement fort. Le gouvernement, il est revenu quand même sur les 2 jours de carence. On a encore du pain sur la planche parce qu'il reste les 90% d'indemnisation du congé maladie qui manifestement vont se mettre en place. Mais c'est nos luttes et nos luttes collectives qui permettront d'obtenir satisfaction. Deuxième petite question, où pourra-t-on retrouver ces petites vidéos? Eh bien, vous les retrouverez sur YouTube et sur tous les réseaux de l'Union syndicale solidaire. On essaiera aussi de les mettre sur le site le plus rapidement possible. Et bonsoir Sudrail, et effectivement, bonsoir Julien. Bonsoir. Julien, donc de la fédération Sudrail. Eh bien, voilà, tu vas pouvoir nous présenter cette fédération. Dans tous ses aspects, si tu veux. Voilà, vous êtes qui, vous faites quoi et vous êtes où? Alors, je veux. C'est bien, c'est mieux. Donc moi je représente la fédération Sudrail. La fédération Sudrail, qu'est-ce que c'est? C'est la fédération des travailleurs et des travailleuses du rail. Et j'insiste bien là-dessus, sur la fédération des travailleurs et des travailleuses du rail. Ça veut dire que notre champ de syndicalisation, il concerne alors à la fois les cheminots et les cheminotes qui sont rattachés à la SNCF, au groupe SNCF, mais pas que. C'est aussi les cheminots et les cheminotes qui sont dans les entreprises de ferroviaires privées, et aussi
tous les salariés qui sont ce qu'on appelle dans les entreprises de sous-traitance, qui sont sur le champ du ferroviaire. Et vraiment, je veux insister là-dessus. Ça veut dire que quand il y a eu la création de la fédération Sudrail, alors vous en avez évoqué tout à l'heure très rapidement sur la création des Suds solidaires en 95, il y a eu un choix qui a été fait de dire il faut, face au patronat, parce que le patronat, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous divise, notre classe, ça veut dire avec les sujets de sous-traitance, les sujets de privatisation, d'externalisation. On s'est dit, il faut que dans nos collectifs syndicaux, on se retrouve toutes et tous. Et donc, la fédération Sudrail, c'est la fédération des travailleurs et des travailleuses du rail. Deuxième pan, on va dire, c'est on est membre, alors si on est là, c'est qu'on est membre de l'Union syndicale solidaire. Pour ce soir, voilà. On a fait comme ça. Mais aussi, on est membre de l'Union Sud solidaire des transports. Qu'est-ce que c'est l'Union Sud solidaire des transports ? C'est en gros une union qui réunit l'ensemble des structures, alors soit des sections syndicales, mais ça peut être des syndicats nationaux ou des fédérations qui sont dans le transport. Alors on pense aux camarades de Sud Aérien, à la fédération Sud solidaire urbain et interurbain, la fédération des routes. Je dis ça, c'est parce qu'on veut aussi, dans un contexte également de bifurcation écologique et de transformation sociale, réunir au sein d'une union tous nos camarades dans les transports pour avoir une vraie politique et travailler ensemble sur une vraie politique et revendiquer une vraie politique de transport qui, évidemment, doit être changée aujourd'hui dans la bifurcation écologique qu'on doit imposer. Non, mais je pense que c'est déjà bien. Enfin, voilà, c'est important de pouvoir montrer tout ça. Parce que ça, on peut avoir comme ça une idée un peu restrictive, oui, avoir une espèce de niche sur c'est quoi Sudrail. Surtout voilà. qu'on du coup, c'est bien peut, nous, entre guillemets, évidemment, nos forces militantes sont plus importantes au niveau de la SNCF, on va dire. Donc on peut nous cataloguer là-dedans. Mais c'est vraiment, nous, on veut insister là-dessus sur une fédération des travailleurs et des travailleuses du rail. Et donc nous, on invite tous les travailleurs et les travailleuses du rail à nous rejoindre. Il faut que le syndicaliste et notre syndicaliste de lutte, et plus que jamais dans la période, il faut que ça soit un passage obligé des salariés, que dans toutes les entreprises, alors là c'est pour le ferroviaire, il faut qu'on soit un passage obligé. Le syndicaliste doit être un passage obligé. C'est le seul moyen de construire un contre-pouvoir face au patronat et face au gouvernement. C'est clair, on voit que les attaques, elles pleuvent. Alors, histoire qu'on s'éloigne un peu du cheminot bashing qu'on subit et que surtout vous subissez beaucoup, un peu comme le fonctionnaire bashing, il y a ces espèces de trucs-là qu'on prend régulièrement. Histoire qu'on s'éloigne un peu de tout ça, c'est quoi les luttes aujourd'hui pour vous, pour Sudrail ? Voilà, je ne sais pas si vous en avez plusieurs, ce que tu veux évoquer particulièrement ce soir, voilà. Ce qu'on veut faire, déjà, ça a été dit tout à l'heure un peu sur la présentation, on a un fonctionnement démocratique, on a 25 syndicats qui composent la fédération. Je dis ça parce qu'au mois de février, on va avoir un conseil fédéral où tous nos syndicats vont monter à Paris pendant 2 jours et on va établir ensemble une stratégie syndicale pour 2025 parce qu'on sait que 2025 doit être encore une année de combat. Néanmoins, évidemment, on a des priorités, mais des priorités qui font suite au mouvement, au conflit, à la mobilisation qu'on a essayé de construire ces dernières semaines. Alors, ça a été, on en a assez un peu parlé en novembre et en décembre, une bataille qu'on a perdue. On en est conscient, ça veut dire qu'on s'est battu, on a eu un affrontement total vis-à-vis du gouvernement et de la direction SNCF sur la liquidation de fret SNCF, mais aussi sur des enjeux de privatisation et filialisation et des sujets de financement du ferroviaire. C'est des sujets qu'on a posés sur la table. On avait une situation politique dans le pays qui a fait, et on n'a pas arrivé à construire une mobilisation nécessaire, mais ça, on n'a pas abandonné, parce qu'on considère que ce sont des enjeux évidemment primordiaux, aussi bien pour les salariés, pour les travailleurs et les travailleuses du rail, parce que quand on parle de privatisation, quand on parle même de problèmes de financement du ferroviaire, ce qui est cherché, en fait, c'est du dumping social. Ça veut dire, le patronat, il veut continuer à rentabiliser un outil de transport qui est le ferroviaire et qui est un bien commun, et pour le rentabiliser, il faut continuer à dégrader nos acquis sociaux, nos conditions sociales. Donc ça, c'est une lutte qu'on va continuer. Et puis,
on l'a dit, on a une lutte pour l'intérêt général, ça veut dire qu'il faut que le ferroviaire aujourd'hui soit incontournable. Et le ferroviaire, pour qu'il soit incontournable, il y a des sujets de financement, il y a des sujets aussi d'aménagement du territoire, tout ça. Donc on a la poursuite de ce qu'on a fait en 2024. Notre mobilisation, évidemment, elle était nécessaire et elle était très importante. On a permis quand même on a gagné dans cette bataille totale, on a eu une victoire syndicale par rapport aux collègues du fret. Ça veut dire que les collègues du fret, les 4500 collègues qui ont été transférés dans des filiales de droit privé, on a gagné que leur réglementation du travail, elle soit maintenue pendant 3 ans alors que les patrons ne voulaient pas. Ça, concrètement, on a changé la vie quand même de 4500 collègues. Donc on a eu une défense immédiate sur ces sujets-là, mais on va continuer. Et après, on va maintenir évidemment un cap de notre action syndicale, tout en tombant pas dans la résignation, parce qu'on est convaincu qu'aujourd'hui, évidemment, on est conscient que c'est un peu difficile, et tout en maintenant une ligne de classe. Et donc là, c'est à la fois ce que je t'ai dit, Gaël, donc ça veut dire on continue sur le financement du ferroviaire, on continue sur ce bien commun qui nous appartient, le ferroviaire, et là-dessus, on a ce qu'on appelle un champ de lutte partagé. Ça veut dire qu'on a construit, et ça a été dit, je crois, par Muriel ou Julie tout à l'heure, l'Alliance écologique et sociale. Et avec Greenpeace, avec Attac, avec les Amis de la Terre, et j'en oublie, on a construit un champ de lutte partagé, et ça, c'est pour défendre le ferroviaire. Donc ça, on continue. Mais on a aussi la défense immédiate des cheminots et des cheminotes. Et là, par exemple, je peux déjà annoncer, le 30 janvier, on a une initiative nationale, on a des centaines de cheminots et des cheminotes qui vont monter sur Paris pour parler, on va dire, statut et contractuel. Parce que la direction d'entreprise, mais ça se passe dans la fonction publique et ailleurs, elle est en train de vouloir notre statut, le statut des cheminots et des cheminotes qui existe depuis des dizaines d'années, elle est en train de l'éteindre à petit feu, et elle embauche un autre statut, un statut privé qui est contractuel. Et nous, on veut unifier notre corps social. On ne veut pas jouer la carte de la division. Donc on va se réunir à Paris le 30 janvier. À la fois le matin, on va construire des revendications pour 2025. Et puis on va aller mettre la pression à la direction de l'entreprise à Saint-Denis le 30 après-midi. Ok, donc si vous êtes connecté, que vous êtes cheminot ou cheminote, notez bien le 30 janvier. Ça sera une date importante. Merci pour... Je peux répondre à une question? Ouais, vas-y. Plutôt gros gabarit, Lyon-Turin ou petite ligne? Ah ouais. Je peux répondre parce qu'on a une position fédérale, la fédération Sudrail. Nous, aujourd'hui, on s'oppose... On est contre le projet inutile du Lyon-Turin, et ça on le dit et on l'assume parce qu'on considère qu'aujourd'hui c'est pas vital, c'est pas ce qui est le plus important. Je le reprendrai qu'une fois, hein. Même le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, disait l'argent qui sera mis dans le Lyon-Turin ne sera pas mis ailleurs. Donc oui, sur la question, oui, aujourd'hui, la priorité doit être, alors aux petites lignes, nous on parle plus de lignes de territoire fines en fait que de petites lignes, mais oui, on va se battre pour améliorer le quotidien des gens, et pour améliorer le quotidien des gens, c'est d'améliorer les lignes fines du territoire, et pas de mettre tout l'argent dans un grand projet inutile pour l'instant qui s'appelle le Lyon-Turin. Et une dernière question, est-ce qu'on peut venir vous soutenir sans être cheminot et cheminote? Ouais, on peut effectivement venir nous soutenir, et puis même si on n'est pas cheminot ou cheminote, on peut quand même se syndiquer à Sud Solidaire. Ouais, bien entendu. Et vous verrez au fur et à mesure des émissions, et si vous ne faites pas toutes les émissions, vous pouvez aller sur le site de l'Union. Il faut qu'ils fassent toutes les émissions. Après, les gens, ils ne sont pas toujours dispo, mais bien entendu, on vous engage à regarder toutes nos émissions parce que ça sera toujours passionnant, mais vous pouvez surtout aller sur le site de l'Union syndicale solidaire et vous découvrirez tout ce qu'on ne vous a pas encore dit. Merci. Beaucoup, Julien. Et puis pour faire une petite transition, à la fois pour ceux qui étaient... impatients et qui étaient sur du fric et du service public, une petite transition avec les camarades de Solidaire Finances Publiques. Vous reconnaîtrez je crois qu'on les a inspirés en fait. Je crois qu'on a inspiré les camarades de Solidaire Finances Publiques. À mon avis, mais vous reconnaîtrez des visages un peu partout dans cette vidéo. Merci Julien. Merci. Solidaire Rail, Sud Fiscal et les Matins.
Ses copains les financiers, chef Macron les fait danser. L'ultra riche trop bien choyé, l'actionnaire hyper gâté. Fini les niches fiscales, plus de cadeaux pour les crotailles. Basta les fosséières, ils vont mordre la poussière. On n'aime pas les pesticides, ni les règles écocides. Comme les trous dans les mentales, faut de l'environnemental. Du fric, 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 du fric écologique. Des taxes, des taxes, des taxes, des taxes, des taxes, des taxes. Un max pour le climat. Les faire passer à la caisse et leur raccourcir la laisse. Les pollueurs, les payeurs, solidaires, les meilleurs. Et le climat chauffé, la mer monte et pendant que la cour fait ses comptes, 49.3 et blablabla, et Bercy vert et tralala. Justice fiscale et sociale, pour la planète c'est vital. Comme les trous dans les mentales, faut de l'environnemental. Du fric, 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 du fric écologique. Des taxes, des taxes, des taxes, des taxes, des taxes, des taxes. Un max pour le climax. Comme les trous dans les mentales, faut de l'environnemental. C'est bon? Attends, hop, j'ai besoin de... Alors, à quand le CD de titre? Eh ben, je sais pas. Et après l'émission, on verra, puisque Sudrail est encore là et Solidaire Finances Publiques vient d'arriver. Et ben, écoutez, peut-être qu'ils en discuteront et ils en discuteront ensemble. On verra. Petite surprise peut-être pour 2025. On verra. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Donc toi, tu es secrétaire générale de Solidaire Finances Publiques. Et le clip qu'on vient de voir, c'est ce que vous avez fait pendant votre dernier congrès. Tout à fait.